Chapitre 11, deuxième partie, le pont royal. Comme à chaque pause, Milena s'assit sur une pierre et ôta ses bottes pour masser ses pieds endoloris. Guerlinde, la jeune fille cheval qu'il avait appelée princesse et ne la quittait plus, s'affairait déjà autour d'un petit feu pour faire bouillir de l'eau. « Tu me chanteras quelque chose, si je te donnerais du thé ?» demanda-t-elle. Milena sourit. Tous les prétextes étaient bons pour la faire chanter. Il suffisait qu'elle commence, même sans pousser la voix, pour qu'on s'assemble autour d'elle. Et si les gens connaissaient la mélodie, ils chantaient avec elle. La longue marche, entreprise depuis 2 jours pour rejoindre la capitale, lui rappelait celle faite avec Bart lors de leur évasion, à l'automne. Elle se souvenait de l'exaltation éprouvée alors dans l'immensité de la montagne nue, mais elle se rappelait aussi leur terrible incertitude et la crainte du lendemain. À présent, au contraire, il lui semblait que rien ne pourrait leur arriver tant qu'ils seraient à l'abri, au milieu du peuple, des hommes-chevaux, dans l'odeur entêtante de leurs vêtements de velours et de laine. La force naturelle de ces gens-là, leur bonté et leur innocence paisible étaient contagieuses. Elle vous rassurait, vous armait d'une confiance irraisonnée. Milena avait éprouvé cela auprès de Martha, sa consoleuse, au temps de l'internat. Mais il s'agissait alors d'une seule personne. Ici, elle avait l'impression d'un immense corps multiple et changeant, d'une force irrésistible. Au fur et à mesure qu'on progressait vers la capitale, le nombre de marcheurs croissait. Aux petits groupes qui avançaient dans la campagne, comme des ruisseaux innombrables, s'étaient ralliés des centaines puis des milliers d'hommes, de femmes et de jeunes gens. Ils s'étaient rejoints au détour des collines, des bois et des champs, et ils avaient formé des rivières qui elles-mêmes devenaient des fleuves. Les portes des maisons s'ouvraient à leur passage, on leur offrait de la nourriture, on en remplissait leurs sacs, on les faisait dormir dans les granges. Guerlinde s'approcha et tendit un gobelet de thé fumant à Milena. « Alors, ma chanson ?»« Bon, mais rien que pour toi alors. Je n'ai pas envie de chanter pour 50 personnes. Approche. » Un sourire illumina le visage épais de la jeune fille cheval et elle colla son oreille à la bouche de Milena. Celle-ci commença doucement. « Blow the wind, saucerly, saucerly. » Mais comme d'autres s'approchaient pour écouter, elle se leva brusquement, son gobelet à la main. « Non, non, c'est fini, une autre fois, ce soir. » Elle remit ses bottes et fit quelques pas pour rejoindre Bartholoméo et Dora, assis plus loin sur un muret de pierre. Ils se tenaient tous les deux, serrés, dans leurs manteaux d'hiver. La vapeur s'échappait de leur bouche en petits nuages bleus. « Les 2 personnes que j'aime le plus au monde, » se dit-elle en approchant. « Il faudrait juste ajouter Hélène et Martha pour avoir le carré magique. » « Yann et Faber sont sans doute déjà au pont, » disait le garçon d'un air contrarié. « J'aurais dû rester avec eux. »« Ils t'appelleront s'ils ont besoin de toi. Ils te l'ont promis, » répondit Dora. « Oui, j'espère seulement qu'il ne sera pas trop tard. Les combats d'hiver commencent demain matin dans l'arène. Milos ne sera peut-être pas désigné dès le premier jour, mais on ne sait jamais. Il faut entrer dans cette ville et vite. » Milena se blottit contre lui. « Il faut avoir confiance. On y sera demain, va. »« Oui, ils n'oseront jamais tirer sur nous. Nous sommes désarmés, il y a des femmes, des enfants. Ils ne pourront pas. »« Non, » le conforta Milena, « ils ne pourront pas. Et pour Milos, tu le reverras bientôt. Tu m'as toujours dit qu'il était doué pour la vie. »« Oui, j'ai dit ça. Il est doué pour le bonheur aussi, plus que moi. »« Le bonheur, » plaisanta Dora. « Ça existe ce truc-là ? Comme ça doit être ennuyeux. » Ils marchèrent sans se quitter pendant les heures qui suivirent, sur des chemins étroits, sur de mauvaises routes. Guerlinde ne lâchait pas Milena, de peur que si elle se perdrait. Qui guidait leur avancée ? C'était impossible à dire, ils se laissaient emporter par le flot. Au soir descendant, ils arrivèrent sur les collines qui dominaient la ville, et furent stupéfaits de voir qu'elles étaient noires de monde, à perte de vue. Ils savaient bien que la population s'était ralliée, mais le spectacle de la foule innombrable dépassait tous leurs espoirs. Comment imaginer une seconde que la phalange pourrait résister à cette force ? La rumeur circula bientôt qu'on entrerait dans la capitale dès le petit matin, qu'il fallait patienter jusque-là et se tenir au chaud. Les cris de joie éclatèrent, comme si la bataille était déjà gagnée. Guerlinde sautilla sur place et embrassa Milena. « C'est la perspective de te geler une nuit entière qui te réjouit ?» s'étonna la jeune fille. « On sera tous congelés avant le lever du jour. » Guerlinde la regarda sans comprendre,
Puis elle dit simplement « Oh mais non, on va céder !» Elle avait raison. Et cette nuit qui s'annonçait terrible fut miraculeuse. En peu de temps, on trouva du bois et des feux s'élevèrent, crépitants, lançant leurs flammes rouges dans le ciel sombre. Milena avait craint le froid. Elle dut souvent insister pour laisser sa place au plus près du foyer où les gens se succédaient sans querelle. Elle croyait manquer de nourriture. Il y en avait trop. De tous les sacs sortirent des miches de pain, du jambon, des pâtés, des pommes, du vin, du chocolat. Dès qu'elle s'asseyait, quelqu'un venait s'agenouiller dans son dos et l'enlacer de ses bras pour la réchauffer. La première fois, elle crut que c'était Bartholoméo, ou Dora, ou Guerlinde, qui d'autres auraient pu se permettre autant de familiarité. Mais là, c'était une femme cheval inconnue d'elle. À son tour, Milena dispensa sa chaleur à des personnes qu'elle ne connaissait pas, et elle vit qu'il était aussi doux de donner que de recevoir. Au petit jour, tous se retrouvèrent engourdis, abrutis de sommeil, battant le sol de leurs pieds pour tenter de les réchauffer, mais avec le sentiment d'avoir survécu ensemble, d'y être arrivés, et que quelque chose d'immense les attendait. De maigres fumées montaient encore des feux mal éteints. Le ciel nuageux de la veille s'était dégagé, et dans le froid vif, ils découvrirent les autres collines, peuplées, elles aussi, de milliers de silhouettes. La plaine où se mouvaient déjà les marcheurs, et au loin le ruban scintillant du fleuve. La foule se mit en mouvement, avec lenteur, et ce fut bon d'avancer ensemble à nouveau. Quelqu'un commença à fredonner. « Dans mon panier, il n'y a pas de cerises, mon prince, pas de cerises vermeilles ni d'amandes, non. » Et tous reprirent, les grands hommes chevaux et les autres, ceux qui chantaient juste et ceux qui chantaient faux. Il n'y a pas de mouchoirs brodés, ni de perles, non, non plus peine et chagrin, mon amour, non plus peine et chagrin. Tous reprirent, sauf Milena. Les voix s'élevaient autour d'elle, modestes, maladroites, hésitantes, mais toutes vibrantes de ferveur et de certitude. « Tu chantes pas » demanda Guerlinde. « Non » répondit la jeune fille, la gorge serrée. « J'écoute pour une fois. J'ai bien le droit, moi aussi. » Un enfant cheval d'une douzaine d'années, court sur pattes, trogne rouge et hors d'haleine d'avoir couru longtemps, vint soudain tirer la manche de Bartholoméo. « Y a monsieur Yann qui te veut avec ta dame. »« Avec madame ? » ?»« Oui, avec ta dame Milena. »« Où est-il, monsieur Yann ?»« Au pont. Je vous guide. »« Je vous accompagne, dit Dora, et sans attendre de réponse, elle leur emboîta le pas. « Moi aussi, fit Guerlinde, et elle s'élança à son tour. Ils durent tout d'abord se ménager un passage en jouant des coudes et des épaules parmi la foule, puis l'enfant obliqua soudain sur la gauche, et après quelques dizaines de mètres, ils se retrouvèrent miraculeusement seuls à dévaler un sentier pentu. « Tu connais les raccourcis » cria Bartholoméo. « Oui » répondit l'enfant qui les précédait, faisant rouler les pierres sous ses croquenots. « J'habite ici. »« Où ça ?» demanda Milena qui ne voyait de maison nulle part aux alentours. L'enfant ignora la question et accéléra encore l'allure. Ils étaient maintenant en bas de la colline et ils contournaient des taillis que le givre faisait étinceler. Sous leurs pieds crissait l'herbe gelée. « Attendez-moi » appela Dora, déjà distancée avec Guerlinde. « Il a mis ses bottes de 7 lieues, ce gamin. » Le petit messager ne se retourna pas et continua sa course folle. De dos, il semblait à présent léger et gracieux, comme s'il avait grandi. Bientôt, Milena elle-même fut à bout de souffle. « Je n'en peux plus » lança-t-elle à Bartholoméo. « Je te rejoins là-bas. File !» Le jeune homme se lança à la poursuite de l'enfant qui détalait, souple et aérien. En quelques enjambées, il fut presque à sa hauteur. « Pas si vite ! Nous n'arrivons pas à te suivre. » Tandis qu'à l'est le ciel se colorait de rose et de bleu, des claquements secs retentirent au loin comme un feu qui crépite. Les deux silhouettes, la grande et la petite, allèrent leur chemin, bondissant par-dessus les talus et les fossés. Jamais de sa vie Bartholoméo n'avait avalé tant d'espace en si peu de temps. L'air vif du petit matin sifflait à ses oreilles. Il était étourdi par le tintamarre de sa propre respiration. « C'est encore loin » cria-t-il au bout d'un moment, grisé d'émotion. « Non, dit l'enfant, et il stoppa net sa course. On est arrivé. » Il se tenait immobile, les poings sur les hanches, et il y avait quelque chose d'un ange sur son visage ingénu. Bartholoméo fut stupéfait de le voir à peine essoufflé, et surtout si différent de l'enfant de tout à l'heure. À croire que ce n'était plus le même. « Ça alors » lança-t-il déconcerté. « Tu es un magicien, toi ?»« Oui, répondit l'enfant,
et il désigna un tertre sur leur gauche. « Monte ici. Moi, j'ai pas le droit d'aller plus loin. » Bartholoméo, troublé, commença l'escalade à quatre pattes. À mi-pente, il se retourna et constata qu'au pied du tertre, il n'y avait plus personne. Il chercha en vain l'étrange petit guide, puis, convaincu que celui-ci s'était évaporé, il continua à grimper. Parvenu tout en haut, il vit qu'il se trouvait à moins de 100 mètres de l'entrée du pont royal. Et ce qu'il y découvrit le glaça d'horreur. De ce côté-ci, la troupe farouche du peuple cheval, munie de piques et de bâtons, tentait de franchir le fleuve. Un épais nuage de vapeur montait au-dessus de sa masse. De l'autre côté, invisibles dans leurs 100 camions bâchés et rangés en épis, les soldats armés de fusils les en empêchaient en leur tirant dessus. Le pont était jonché d'une centaine de gros corps effondrés. Mais le pire était que les hommes chevaux, qui se tenaient en première ligne, s'évertuaient à monter à l'assaut, indifférents aux projectiles qui les décimaient. Bartholoméo vit deux jeunes garçons s'élancer ensemble, brandissant leurs bâtons. Ils n'avaient pas atteint le milieu du pont que les coups de feu claquèrent. Le premier reçut une balle dans la poitrine, exécuta un grotesque pas de danse, battit l'air de ses bras et s'écroula, tête en avant. L'autre, touché à la jambe, poursuivit sa course claudicante, 10 mètres encore, avant d'être abattu à son tour. En tombant, il jeta rageusement son bâton vers ceux qui venaient de le tuer. « Arrêtez !» hurla Bartholoméo épouvanté. Mais déjà, 10 autres hommes chevaux se ruaient à l'attaque, en un bloc compact. Ils tenaient devant eux, en guise de bouclier, des objets disparates, planches de bois, morceaux de tôle rouillés. Malgré leur force et leur énergie, ils n'allèrent guère plus loin que leurs camarades. Une rafale meurtrière les faucha d'un coup. Seuls 2 d'entre eux, véritables colosses, restèrent sur leurs jambes. Ils titubèrent jusqu'au premier camion, qu'ils empoignèrent sous le châssis pour le renverser. Sans doute les soldats les avaient-ils laissés arriver jusque-là par jeu, car il leur suffit de 2 balles qu'on entendit claquer pour en finir avec les malheureux. « Arrêtez !» gémit Bartholoméo, et il se précipita vers l'entrée du pont. Il fut aussitôt noyé dans une mer de bras, de dos et de torses puissants, mais il était bien loin de la sensation apaisante éprouvée quelques jours plus tôt avec Miléna, lorsqu'ils avaient marché, conduits par Guerlinde, au milieu des hommes chevaux. Cette fois, la colère déformait les lourds visages d'ordinaire si paisibles. Les larmes de rage coulaient sur les joues. « Monsieur Yann !» cria Bartholoméo. « Est-ce que quelqu'un sait où est Monsieur Yann ? Il est là !» rugit une voix, et l'immense Jocelyn apparut soudain devant lui, les traits bouleversés. « Vite ! Il veut te voir !» Malgré le froid, Yann dégoulinait de sueur. Il saisit Bartholoméo au col de son manteau et le secoua. « Empêche-les, Casal, bon Dieu! Il ne m'écoute plus! Il ne n'écoute plus personne !» Et Faber a voulu aller parlementer. Il a été abattu. Ça les a rendus fous. Ils vont tous se faire massacrer. Bartholoméo abandonna le gros homme et se fraya un chemin vers le pont à coups d'épaule. Plus il s'en approchait, et plus la masse des corps était dense. Il réussit à se faufiler à grand-peine, et quand il parvint enfin à se dégager, il comprit que les hommes chevaux se préparaient à une attaque massive. Un jeune homme en chemise hirsute et dont les épaules herculéennes rappelaient celles de Faber s'était improvisé chef de guerre et il haranguait ses hommes. « Tous ensemble, cette fois !» exhorta-t-il. « On va leur montrer de quel bois on a dans le ventre !» Bartholoméo se planta devant lui et l'apostropha durement. « Tais-toi, tu ne sais pas ce que tu dis. » Bien que beaucoup plus mince, il avait presque la taille de l'autre, et sa voix retentit avec force. « Ne faites pas ça !» continua-t-il, en se retournant vers les hommes chevaux prêts à charger. « N'y allez pas, ils vous abattront les uns après les autres, ils n'attendent que ça. » Quiconque à la place de Bartholoméo aurait été balayé par ces colosses en rage, mais il s'appelait Casal, et on l'écouta. « Ils ont tué Faber !» cria une voix aiguë. « Et ils vont te tuer aussi si tu y vas !» riposta Bartholoméo. « Tu n'es pas du bétail qu'on envoie à l'abattoir. Je m'en fiche qui me tue !» lança le gamin, qui avait 16 ans à peine. « Je t'interdis d'avancer !» tonna Bartholoméo, dont les yeux noirs lançaient des flammes, et il lui montra le poing. « Si ton père était là, commença un autre, mon père vous dirait la même chose, le coupa Bartholoméo. Je parle comme lui. Face à sa détermination,
Le doute s'insinua dans les lignes des combattants. « Je sais que vous êtes courageux et prêts à mourir, » reprit Bartholoméo. « Mais à quoi bon, si c'est seulement pour leur faire plaisir? À quoi bon? »« Qu'est-ce qu'on fait alors ?» demanda un des hommes. « On va pas reculer. Et nos camarades qui sont morts sur le pont, on va pas les laisser, » renchérit un autre. Ils avaient raison. Bartholoméo regarda, par-delà leurs visages furieux, la foule immense de ceux qui attendaient au loin, ignorant du drame qui se jouait ici, sur le pont. La lumière rasante du matin les éclairait maintenant jusqu'à l'horizon des collines. Il regarda aussi de l'autre côté du fleuve. Derrière l'enfilade des camions verts de gris, où l'ennemi attendait, caché, implacable et silencieux, la ville semblait retenir son souffle. Il dut s'avouer qu'il s'était trompé, comme s'étaient trompés Yann, Landau, Faber et tous les autres. Les soldats avaient ouvert le feu. Ils avaient obéi aux ordres et tiré sans état d'âme sur ces pauvres bougres armés de bâtons. Que dire maintenant à ces hommes qui venaient de voir tomber sous leurs yeux un ami, un père, un frère, et Faber, leur chef bien-aimé? Il avait réussi pour un temps à stopper l'hécatombe, à sauver quelques-unes de leurs vies, mais il ne pourrait pas contenir davantage leur fureur désespérée. « On y va !» commanda celui qui voulait conduire l'attaque. « On fonce !»« On ne bouge pas !» hurla Bartholoméo. « Je vous ordonne de ne pas bouger, laissez-moi faire !» Et sans savoir au juste ce qu'il espérait, il s'engagea sur la chaussée, en plein centre, fit une dizaine de pas. « Qu'est-ce que tu fais, Bart ? Reviens !» appela quelqu'un derrière lui. Il reconnut la voix de Yann et ne se retourna pas. En face, on ne donnait aucun signe de vie. Sans doute attendait-on pour tirer qu'il atteigne le milieu du pont. Il y serait une meilleure cible, plus proche, bien dégagée. Il avança encore de quelques mètres. Que cherchait-il au fond ? Il ne le savait pas. Puis, il se rappela les mots de Yann, et ceux-ci se mirent à danser dans sa tête. Ton père, l'occasion rêvée de finir en beauté, une grande mélancolie. Je ne sais pas d'où elle lui venait. Il tressaillit, craignant de comprendre la sinistre tentation qui l'animait. Est-ce qu'il y avait au fond de son âme à lui, Bartholoméo, la même mélancolie, cette même tristesse profonde, à laquelle il était presque tentant de mettre fin ? Il reprit sa marche vers l'avant, buta sur un pavé disjoint, contourna le corps supplicié de l'enfant cheval qui était monté à l'assaut avec son camarade, fit 5 mètres de plus, son écharpe noire flottait dans le vent froid du matin. De là où il était maintenant, il n'entendait plus les cris des hommes chevaux, ni la rumeur de la foule derrière eux. Seul montait jusqu'à lui le paisible murmure du fleuve. « Je vais aller jusqu'au bout, » se dit-il. « Je n'ai rien d'autre à faire que cela, aller jusqu'au bout. » Et soudain, Milena fut à ses côtés. « Milena !» s'exclama-t-il stupéfait, et il la saisit aux épaules. « Va-t'en d'ici !» Elle secoua sa tête nue, nimbée d'or par ses courts cheveux blonds. « Sûrement pas. Nous allons traverser ensemble. Viens !» Elle le prit par le bras et l'entraîna à pas longs, droite et sereine. « Ils vont nous tirer dessus, Milena, tu le sais. Sur toi peut-être, mais pas sur moi. Ils en sont capables. Regarde, ils ont tiré sur des garçons de 13 ans. Nous enjambons leur corps. Ils ne tireront pas sur moi, Bart. Ils ne tireront pas sur Milena Barr. Je ne me cache plus maintenant. Qu'ils voient qui je suis, qu'ils me voient bien. » Bartholoméo se demanda un instant si elle avait perdu la raison. Il l'arrêta de force. « Milena, écoute-moi. Qu'est-ce que tu espères ? Devenir une martyre ? Les martyrs ne chantent pas, tu le sais ?» Il lui caressa la joue. Elle était douce et glacée. « Personne n'osera donner l'ordre de tirer sur moi, Bart. Personne. Milena, ils ont lâché les hommes chiens sur ta mère. Il y a 15 ans, tu l'as oublié ?» Elle plongea dans les siens, ses yeux bleus pleins de fièvre. « Ils l'ont fait parce que c'était dans la montagne et qu'il n'y avait personne pour les voir. Ma mère est morte toute seule, dans la nuit noire, tu comprends ? Elle n'a même pas dû voir les dents qui la déchiraient. Ici, c'est le plein jour, Bart. Regarde autour de toi. Regarde ces milliers de gens. Ils sont témoins. Ils nous protègent de leurs yeux. » Bartholoméo se retourna et vit que derrière eux, les combattants chevaux s'étaient engagés sur le pont, à leur suite. Ils avaient renoncé pour un temps à leur furie et avançaient avec lenteur, dans le silence, épaule contre épaule.